Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Notre enquête se déroule à Kingston, en Ontario, une ville historique qui compte un peu plus de 150 000 habitants. La ville, située à la confluence du lac Ontario, du fleuve Saint-Laurent et du canal Rideau, fut un lieu stratégique pour la navigation maritime au pays. Le dimanche 10 août 1997, la police de Kingston est informée de la disparition d'une femme de 48 ans nommée Utah Weber. Elle n'a pas été vue depuis qu'elle a quitté son travail chez Walmart vers 22 heures, il y a de cela 3 jours. Le lendemain, Brady Marks se présente au poste de police de Kingston. Elle est la propriétaire du logement de Utah Weber. Elle est aussi venue signaler sa disparition. Le détective Mike Campbell recueille le témoignage de Mme Marks, qui s'est liée d'amitié avec la disparue. Brady opère une pâtisserie dans un local situé à l'arrière de sa maison, d'où elle voit l'appartement de Utah. Elle était inquiète, car les stores étaient fermés chez Utah. Elle ne pouvait voir dans l'appartement. Et lorsque Utah était chez elle, sa GMC Jimmy était toujours garée dans l'entrée. Et puis, elle n'avait pas vu Utah. Utah et Brady se parlaient presque tous les jours. Son véhicule n'était pas dans l'entrée. Et Utah informait toujours Brady si elle partait en voyage ou si elle allait s'absenter. Mais là, rien, et ce n'était pas normal. Brady est allé frapper chez Utah et c'est Jim Wall qui a répondu. Il a dit avoir dormi sur le divan et ne pas savoir où était Utah. Ses réponses étaient très évasives et il n'a fourni aucune explication quant à son départ ou à son retour. Jim Wall est le copain de Utah et habite avec elle dans l'appartement. Elle avait confié à Brady que sa relation avec Wall s'était détériorée récemment et qu'elle lui avait donné jusqu'au 15 août pour se trouver un autre logement et déménager. J'ai vérifié les fichiers de la police et j'ai découvert que Jim Wall avait un dossier, qu'il avait été en prison et, évidemment, je n'ai pas à vous dire que cela a allumé plein de lumières rouges sur le champ. Il avait des antécédents criminels. En fait, il avait été condamné pour meurtre au second degré en 1983 et était en liberté conditionnelle. Cela a éveillé des soupçons. Il passait de personne d'intérêt à suspect par rapport à sa disparition. Puisque cette disparition pourrait être un cas d'homicide, la police de Kingston rencontre la police provinciale de l'Ontario, la PPO, afin de joindre leurs efforts. Pat Finnegan, un détective de la PPO, est assigné à l'enquête. Il travaillait chez Walmart et faisait aussi du taxi. C'est le genre de personne qui passe inaperçu, effacé, sans prétention, maladroit, badin. Il n'a vraiment pas le physique de l'emploi. Si vous le croisez dans la rue, vous ne vous dites pas « Ah, cet homme est un meurtrier, un assassin ». C'est écrit sur son visage. Le détective Mike Campbell fait venir Jim Wall au poste de police pour recueillir son témoignage. Jim était très évasif. Il ne savait pas où était Utah. Ils ont pris sa déposition, une déposition plutôt brève. Il n'a pratiquement rien dit. On lui a demandé de retracer ses faits et gestes le soir au retour de son car de taxi. Il a dit que Utah était à la maison, qu'il croyait que Utah dormait dans la chambre et ne voulant pas la réveiller, il avait décidé de fermer les stores et de dormir sur le divan. Puis, il dit avoir entendu Utah, mais ne pas l'avoir vue. Il pense qu'elle s'est réveillée au milieu de l'avant-midi et qu'elle est partie. Il s'est réveillé vers 13 heures. Il est peut-être allé chez sa mère, mais il n'en est pas certain et il ne peut pas dire ce qu'il a fait pour les prochaines 24 heures.
Le détective Campbell découvre, en questionnant le propriétaire de la compagnie de taxi où Walt travaille, que celui-ci ne s'est pas présenté le lendemain de la disparition de Utah. Jim était en service ce soir-là. 25 minutes avant le début de son quart, il a téléphoné au propriétaire du taxi, l'informant qu'il ne pouvait rentrer au travail et qu'il allait ramener la voiture, sans plus d'explication. Un imprévu, quoi. Un autre homme attire aussi l'attention des enquêteurs. La disparue a un mari dont elle est séparée depuis des années. Dieter Heidebrecht est l'ex-conjoint de Utah. En fait, ils se sont séparés, mais ils ne sont pas officiellement divorcés. Leur séparation n'était pas due au fait qu'ils étaient malheureux, ce qui est le cas dans la plupart des séparations. Évidemment, nous voulions examiner cela de plus près. Son ex-mari n'est pas au Canada, mais en voyage en Allemagne. Les enquêteurs devront attendre son retour pour le questionner. Le détective Campbell poursuit son enquête en interrogeant les employés de Walmart qui travaillaient avec elle le soir de sa disparition. Elle ne s'est pas rapportée malade. Elle était bien connue parmi les employés et était toujours à l'heure. De plus, elle s'absentait très, très rarement. Des employés du magasin ont vu Utah se rendre à sa voiture, y monter et sortir du stationnement de Walmart et tourner à gauche en direction des limites de la ville, comme pour se rendre en ville. C'est la dernière fois qu'on a vu Utah. Si elle a quitté Walmart autour de 22 heures, le soir du 7 août, elle aurait dû arriver chez elle vers 22h30, si elle est allée directement à la maison. Les enquêteurs font appel à la communauté pour les aider dans leurs recherches. Par l'entremise des médias, nous avons signalé sa disparition en demandant à toute personne possédant de l'information permettant de localiser Utah Weber de communiquer avec la police à un numéro spécial. Nous avons alors reçu des renseignements auxquels nous avons donné suite. On nous a signalé la présence d'un corps, celui de Utah Weber, dans une baie du lac Sydenham. Nous avons alors dragué le lac à l'aide d'une caméra sous-marine. Entre-temps, les policiers cherchent le véhicule de Utah qui semble avoir disparu avec elle. Un collègue a localisé le véhicule GMC Jimmy 1986 de Utah, à environ 5 pas de maison de son domicile, le 15 août. Après avoir rencontré bon nombre de personnes dans le voisinage, nous avons pu établir que le véhicule était garé dans une rue avoisinante avant minuit le soir de la disparition de Utah, soit le 7 août. Le lendemain matin, au lever, ces mêmes personnes ont constaté que le véhicule était maintenant sur la rue College. C'était étrange. On n'avait jamais vu ce véhicule. Ce n'était pas une voiture du quartier. Le véhicule est resté là, sur la rue College, pendant plusieurs jours. Le véhicule est saisi, puis examiné par l'unité médico-légale de la PPO. On a appliqué un liquide connu sous le nom de luminol à l'intérieur du véhicule. Ce liquide réagit, entre autres, à certaines protéines trouvées dans le sang. On peut aussi obtenir une réaction avec des produits à base de chlore comme le Javex. On a constaté certaines réactions. Les enquêteurs veulent déterminer si ces réactions pourraient être du sang. Un de leurs experts procède à un test. Une partie du hayon de la GMC Jimmy de Utah était recouverte de tapis, et je crois qu'il y avait une tache assez importante, assez grande sur le tapis. Monica Sloan, biologiste et spécialiste en ADN au Centre des sciences judiciaires de l'Ontario, analyse les échantillons trouvés au cours de l'enquête. Le test au luminol est classé parmi les tests présomptifs. Cela veut dire que si vous obtenez une réaction positive, la présomption est à l'effet que c'est potentiellement du sang. Ces tests reposent sur une réaction colorée, ou dans le cas du luminol, sur une réaction lumineuse. L'hémoglobine du sang
contenant des substances causant cette coloration. Ces tests sont souvent très sensibles. Une des raisons pour laquelle la police utilise du luminol et d'autres tests similaires tient justement à ce qu'ils sont très sensibles. Cependant, c'est là une arme à deux tranchants. Vous pouvez obtenir des réactions avec des substances imitant votre indicateur. C'est une sorte de compromis. Néanmoins, cela demeure un produit chimique très utile pour trouver des traces de sang lorsqu'il y a de grandes surfaces à couvrir, soit une maison ou une voiture, et lorsque vous cherchez d'infimes quantités de sang, ce qui est le cas lorsqu'on soupçonne que les surfaces ont été nettoyées. Le test de luminol révèle que la tache trouvée à l'arrière du camion de la disparue est bel et bien du sang. Qu'est-il vraiment arrivé à Utah Weber? Que révélera l'analyse du sang trouvé à l'arrière de son camion? Le 7 août 1997, à Kingston, en Ontario, Utah Weber quitte le magasin Walmart où elle travaille vers 22 heures. Plus personne ne l'a revue depuis. Son camion est retrouvé une semaine après sa disparition. Une large tache à l'arrière de son véhicule est possiblement du sang humain. 2 semaines après sa disparition, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour effectuer une fouille approfondie de son appartement. L'équipe médico-légale de la PPO inspecte le logement. Un des membres de l'équipe cherche des traces de sang. Il a pulvérisé du luminol dans tout l'appartement et il a obtenu des réactions dans la cuisine et dans la salle de bain. Ceci lui a fait croire qu'on s'était efforcé de faire disparaître toute trace de sang. On a prélevé des échantillons. On a découpé des morceaux du plancher de la cuisine et on les a expédiés au Centre des sciences judiciaires. Une fois assuré que la poursuite de mes recherches à son domicile ne pouvait compromettre la preuve en aucune façon, je suis allé chez elle et j'ai cherché pour des effets personnels, des valises, des vêtements manquants. Tout ce qui aurait pu indiquer que Utah avait fait ses valises et était parti. Brady Marks m'accompagnait. Et, selon elle, rien ne manquait. Tout était là. Son porte-monnaie, son sac à main, tous ses biens. Il ne manquait absolument rien. L'équipe médico-légale rassemble des échantillons à envoyer pour une analyse approfondie. Nous avons expédié bon nombre d'articles. Entre autres, un aspirateur, l'ordinateur. J'ai saisi l'ordinateur et on l'a par la suite envoyé à la GRC à Ottawa pour faire vérifier le disque dur pour toute tentative de vol ou d'oblitération. J'ai saisi les brosses à cheveux de Utah Weber pour les traces d'ADN. Nous allions avoir besoin d'un comparable pour le sang. Les enquêteurs envoient les échantillons qu'ils ont recueillis à Monica Sloan, experte en ADN au Centre des sciences judiciaires. Le premier article soumis dans cette affaire a été la doublure tapissant le hayon d'un véhicule GMC Jimmy, lequel véhicule appartenait à Mme Weber. Plusieurs taches de sang étaient visibles sur cette pièce de plastique tapissée. Et nous avons aussi trouvé bon nombre de paillettes de sang entre les boucles du tapis. À ce moment précis, nous ne savons toujours pas s'il s'agit de sang humain ou animal. Il se pourrait toujours que ce soit le sang des poissons attrapés au cours d'un voyage de pêche. Le test d'ADN indique à Sloan que le sang trouvé sur le tapis est du sang humain et de sexe féminin. Un homme ou une femme. C'est la seule caractéristique physique que je peux identifier par rapport à une personne à partir d'un profil d'ADN généré par les experts en médecine légale. Je ne sais rien par rapport à la taille, la couleur des yeux, la propension à une maladie particulière.
Donc, une fois en possession d'un profil inconnu, il nous faut un point de comparaison. Nous nous référons à ces échantillons de comparaison comme à des échantillons de référence. Ce sont les échantillons connus ayant été recueillis chez un individu. Nous procédons de la même façon que pour les échantillons inconnus. Le profil génétique est établi exactement de la même manière. Il nous reste alors à comparer les deux échantillons et voir s'il y a concordance entre les séquences ADN de l'échantillon de référence et celles de l'échantillon inconnu. Ce cas était particulier. En fait, il présentait un gros problème, puisque la personne d'intérêt était introuvable. L'ordre d'utilisation des échantillons est hiérarchisé. En premier, nous utilisons un échantillon prélevé directement sur la personne. Ensuite, nous utilisons un échantillon d'un objet d'usage personnel, un échantillon d'un objet que cette personne, et seulement cette personne, a utilisé régulièrement. Et c'est ce que nous avons fait dans ce cas-ci. Nous avons utilisé une brosse à dents du domicile de Mme Weber. L'ADN trouvé sur la brosse à dents de Utah et celui du sang à l'arrière de son véhicule sont similaires. Mais les enquêteurs cherchent un moyen de confirmer leur découverte. Toujours en termes d'hiérarchisation des échantillons dont nous pouvons nous servir, nous utilisons ensuite la famille. Par exemple, nous pourrions utiliser les parents de la personne étant potentiellement la source de l'échantillon inconnu. Ou bien, si c'est un trio, un enfant et l'autre parent, dans le but de découvrir le profil de la personne d'intérêt. Donc, toutes les personnes de la lignée maternelle possèdent le même ADN mitochondrial. La mère, ses enfants, sa mère ont tous le même profil ADN mitochondrial. Si vous songez à faire cette sorte d'analyse, alors vous avez besoin de quelqu'un de cette lignée. Les policiers savent que M. Heidebrecht est le deuxième mari de Utah. Elle a une fille issue d'un premier mariage qui vit en Allemagne. J'ai donc communiqué avec la fille de Utah, Satu Mutanen, laquelle vit en Allemagne, et je l'ai informée que sa mère était portée disparue et que j'avais besoin d'un échantillon de son ADN et de celui de son père. M. Heidebrecht revient de son voyage en Allemagne. Il est toujours suspect dans le cas de Utah Weber. Il soumet des échantillons de son ADN afin de déterminer s'il a joué un rôle dans la disparition de son ex-femme. J'ai interrogé Dieter. D'emblée, il m'a raconté leur relation, comment cela s'était terminé. Il s'est montré très coopératif. Plus tard, il m'a remis tous les renseignements que je lui avais demandés, prouvant qu'il était à l'extérieur du pays, soit en Allemagne, lorsque Utah est disparu. Heidebrecht est éliminé comme suspect dans la disparition de son ex-femme. L'analyse de l'ordinateur confisqué de l'appartement de Utah révèle une autre piste. Lorsque j'ai reçu le rapport de l'examen de l'ordinateur, j'ai appris que Utah Weber avait écrit une lettre à une amie demeurant en Allemagne. Dans cette lettre, elle disait que Jim Wall lui volait de l'argent, qu'elle voulait qu'il disparaisse de sa vie, qu'ils allaient se séparer et qu'elle ne lui faisait pas confiance. Jim Wall devient le principal suspect. Les enquêteurs mènent une opération de surveillance sur lui 24 heures sur 24 avec l'aide de la PPO. En premier lieu, nous avons assigné une équipe à plein temps à la filature de Jim Wall. Elle devait le suivre et voir où il allait, qui étaient les personnes qu'il rencontrait, ce qu'il faisait. Cette filature a révélé des choses intéressantes. Il rencontrait souvent et passait beaucoup de temps avec un type que nous avons identifié plus tard comme étant Donald Gaisley. Ils sont allés à une partie de balle. Ils faisaient partie du même club de balle. Au cours de la filature, nous avons constaté
que Wall et Gaisley se parlaient et chuchotaient beaucoup lorsqu'ils étaient seuls. Lorsque j'ai réalisé qui était Donald Gaisley, avec son passé d'activité criminelle, cela n'a fait qu'augmenter mes soupçons. Donald Gaisley est bien connu de la police de Kingston. Don Gaisley est un criminel de carrière. C'est un délinquant sexuel condamné. Il était sous enquête pour contact sexuel avec de jeunes enfants. Et un enquêteur de mon département s'apprêtait à l'arrêter lorsqu'il est disparu. Et nos recherches pour le retrouver sont restées vaines. La surveillance de Jim Wall continue. Et on découvre qu'il a commencé une relation avec une autre femme. En poursuivant notre enquête, nous avons découvert qu'une femme du nom de Deborah Brooks avait été hospitalisée pour un état dépressif. À sa sortie de l'hôpital, c'est Jim Wall et son taxi qui est allé la chercher pour la ramener chez elle. Ils ont causé un moment. Il connaissait son ex-mari, qui était aussi un chauffeur de taxi. Et ils étaient allés à une soirée dansante. Et il avait dansé avec Deborah Brooks. Lorsqu'il a appris de son ex-mari qu'elle était hospitalisée, il est allé lui rendre visite, lui apporter des cigarettes et a noué une relation avec elle alors qu'il était à l'hôpital. Les policiers observent que Jim Wall et Deborah Brooks semblent avoir un lien très intime malgré le peu de temps qui s'est écoulé depuis la disparition de Utah. Ils suivent de près toutes les activités de Wall en quête d'autres indices. Nous l'avons suivi à une bijouterie. Après qu'il eut quitté, nous sommes entrés et nous avons parlé au bijoutier. Les enquêteurs apprennent du bijoutier que Wall veut faire rapetisser la bague qu'il lui a confiée. À ce stade-là, les policiers ne savent pas si cette information est pertinente à leur enquête. Deborah Brooks vient rapidement éclairer la situation. Il était environ 1h du matin lorsque j'ai reçu un appel à la maison. Je me suis rendu au poste et je lui ai parlé jusqu'à vers 7h du matin. Il a commencé à lui raconter sa vie, y compris le fait qu'il avait été en prison pour meurtre. À un moment donné, il l'a fait s'étendre par terre et l'a cloué au plancher pour lui démontrer comment il avait tué ce jeune homme, sa victime. Elle était profondément bouleversée et à partir de ce moment, la relation est devenue trouble. Elle a décidé que cet homme n'était pas une personne avec qui elle voulait entretenir une relation. Elle révèle au détective Campbell que Jim Wall lui a donné une bague. Jim voulait récupérer la bague. Il téléphonait souvent et elle lui répétait qu'il ne voulait pas le voir. Les enquêteurs découvrent que la bague appartient en fait à la disparue. Jim Wall avait donné cette bague à Utah Weber au tout début de leur relation. C'est le seul objet qui manquait à son appartement. C'est Utah Weber qui avait acheté cette bague alors qu'elle l'avait échangée contre un ensemble d'anneaux de mariage que Jim lui avait donné en mai 1997. Alors, si vous faites les liens, on se rend compte que Jim est persuadé que cette relation va se solder par un mariage, ce que Utah rejette. Elle n'est pas intéressée et l'a confié à ses amis en autant de mots. Au lieu de remettre les anneaux à Jim, elle les rapporte chez Walmart, obtient un remboursement et elle s'achète une bague. Le Centre des sciences judiciaires reçoit les échantillons d'ADN de la fille de Utah Weber. Nous avons pu utiliser des échantillons obtenus tant de la fille de la victime que du père de sa fille. Ceci nous a permis de confirmer que le profil d'ADN obtenu de la brosse à dents pouvait être celui de la mère biologique de cet enfant. L'experte en ADN conclut que le sang trouvé à l'arrière du camion est celui de la disparue. Et la quantité de sang retracé était telle qu'il est pratiquement impossible qu'une personne ait pu survivre. Mais il n'y a toujours pas de cadavre et très peu d'autres indices.
Nous avions fait tout ce qu'il était possible de faire. Nous étions dans un cul-de-sac et nous étions bien conscients que sans cadavre, il était pratiquement impossible de porter des accusations. Nous supposions aussi que Donald Gaisley, qui semblait être un grand ami de Jim Wall, était probablement impliqué dans l'affaire. Son dossier démontrait qu'il était très doué pour avoir des démêlés avec la justice. Nous savions que tôt ou tard, il allait se mettre dans le pétrin. Mike Campbell et moi avions parlé de cette éventualité. Il allait se trouver en difficulté et faire du marchandage judiciaire. Est-ce que les intuitions du détective Finnegan deviendront réalité ou est-ce que la disparition de Utah Weber demeurera à tout jamais un mystère? Utah Weber a disparu mystérieusement un soir dans la région de Kingston, en Ontario. Les indices portent les enquêteurs à croire qu'ils ont affaire à un meurtre, même si aucun cadavre n'a été retrouvé. Jim Wall, son copain, est le principal suspect. La police le surveille de près, mais n'a toujours pas de preuves concluantes contre lui. Après 18 mois de travail, les enquêteurs font face à une impasse et retournent à leurs autres fonctions. La disparition de Utah Weber demeure un mystère. Environ 2 ans plus tard, Mike me téléphone et me dit « Tu vas pas le croire, mais je viens de recevoir un appel d'un avocat nommé Steven Zapp. Il représente Don Gaisley. » La police de Kingston avait un mandat d'arrêt pour Don Gaisley sous des accusations d'agression sexuelle. Donc, Gaisley était en fuite et la police à sa recherche. Gaisley, par l'entremise de son avocat, tentait de marchander avec Mike Campbell en disant « Je veux la certitude d'être mis en liberté sous caution face à ces accusations. En échange, je vous donne de l'information sur Jim Wall et Utah Weber. » D'emblée, Mike explique qu'il n'appartient pas à la police de faire ce genre d'entente, que seul le procureur de la Couronne possède ce pouvoir de marchandage. Comme il était peu probable que cela se produise, nous avons renversé les rôles et commencé par le trouver. Sitôt après son arrestation à Ottawa, il a dit « Inspecteur Campbell, je vais tout vous dire, mais ne les laissez pas me faire de mal. Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. » Donald Gaisley leur relate des événements qui pointent vers l'implication de Jim Wall dans la disparition de sa copine, Utah Weber. Donald Gaisley a raconté qu'avant la disparition de Utah, Wall s'était renseigné sur l'Ether et sur Quick Start et sur l'effet de Quick Start. Quick Start est un produit d'usage courant utilisé pour le démarrage des voitures. C'est de l'éther et Donald Gaisley lui a dit que l'éther peut rendre une personne inconsciente. Il suffit d'en appliquer quelques instants sur le nez et la bouche. Il a aussi déclaré que Wall s'était débarrassé du Quick Start utilisé pour endormir Utah dans une benne à déchets de l'autre côté du stationnement. Nous avions sa déclaration à l'effet que Wall avait endormi Utah et l'avait tué. Il ne savait pas comment il l'avait tué, mais il savait qu'il l'avait dépecé dans la baignoire. Nous n'avons aucune preuve directe quant à la façon dont son corps a été démembré. Selon Gaisley, il l'a dépecé dans la baignoire et l'a mise dans des sacs à déchets. Je me serais attendu à ce que cette baignoire soit un désastre, peu importe le nettoyage méticuleux qu'elle ait subi. Il nous a raconté être sorti ce soir-là dans le véhicule de Utah Weber. Jim Wall lui a téléphoné à 21h, lui disant de le rencontrer au coin des rues Hillendale et Princess. Il n'a pas donné de raison. Il a pris une pelle, une tuque et des gants, mais ne savait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit à bord du véhicule et que Jim Wall lui dise que Utah était en arrière. Ils ont roulé sur une route mal éclairée jusqu'à un talus rocheux. Ils se sont arrêtés et sont descendus du véhicule. Gaisley s'est alors rendu compte qu'il y avait des sacs à déchets à l'arrière et que Utah Weber avait été démembrée et mise dans ces sacs. Il a aidé Jim Wall à transporter les sacs dans le marécage. Donald Gaisley prétend connaître où se trouve le corps de Utah.
Les enquêteurs obtiennent la permission d'un juge afin que Gaisley puisse sortir de détention et les mener au cadavre de la disparue. 3 jours durant, nous avons parcouru la région de la rue Montréal, de Kingston à Battersea. Donald Gaisley n'était jamais sûr, jamais certain. C'était à se demander s'il disait la vérité. Il commence à se faire tard. Il est 14h ou 14h30 et je commence à en avoir assez. Je me suis rangé sur l'accotement et j'ai coupé le moteur. Gaisley était assis à l'avant, près de moi, et Mike Campbell était à l'arrière. J'ai dit « Ça suffit, j'ai mieux à faire entre autres, aller retrouver ma famille. Je vais rentrer chez moi et me détendre devant un bon feu de foyer. Et toi, tu vas retourner à la prison d'où tu viens. » Nous allons refaire ce trajet une fois de plus, et si tu ne retrouves pas la mémoire très rapidement, alors le jeu est terminé pour la journée. On y va. Et nous avons repris la route. On aurait pu entendre voler une mouche dans la voiture, puis soudainement il dit « Arrêtez la voiture, cet endroit me dit quelque chose. » Il y avait non pas une entrée, mais un espace suffisant pour y faire reculer un véhicule. Il y avait une barrière en métal, et pourquoi, je ne sais pas, parce que cela menait à un bosquet de cèdres, des roches et à un immense marécage. Nous l'avons laissé aller. Nous avons zigzagué à travers les débris de la tempête de verglas de 1998. Donald, lui, il a marché en ligne droite. Il s'est dirigé directement vers le marécage, enjambant les branches cassées et les troncs d'arbres. Donald a franchi ces débris et s'est arrêté à un endroit. Il a crié « Inspecteur Campbell, inspecteur Finnegan, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé, je crois, que c'est un sac à déchets sous les buissons. » Nous avons poussé la boue et la terre qu'il y avait autour. C'était bien un sac de déchets qui avait été déchiré par les animaux. On pouvait donc le soulever et voir ce qu'il y avait dedans. Pas grand-chose, si ce n'est une petite quantité d'une substance jaunâtre, semblable à du vieux gruau séché, que je sais maintenant être de l'adipocire, une forme ou un état donné de chair décomposée. Pendant que nous examinons ces restes, Mike Campbell m'interpelle. « Pat, viens par ici. » Nous allons le retrouver et il pointe vers le sol et là, juste à la limite de la surface glacée du marécage, il y a un crâne, parfaitement intact. Gaisley s'amène derrière moi, voit le crâne, il tombe à genoux et il se met à sangloter en disant « Oh, ce salaud, il n'avait pas le droit de m'impliquer dans cette affaire. » À ce jour, j'en suis encore à me demander s'il jouait la comédie ou s'il était sincère, parce que, voyez-vous, je ne crois pas vraiment qu'il ait une conscience. À mon avis, c'était tout simplement de la comédie, visant à le distancier le plus possible de ce geste horrible auquel il a participé en aidant au transport des restes à cet endroit. Est-ce que le crâne est bel et bien celui de Utah Weber? Est-ce que le sac à déchets contient la preuve que Jim Wall l'a tué? 2 ans après la disparition de Utah Weber, les policiers reçoivent un appel de Donald Gaisley, qui dit savoir où se trouve la dépouille. Donald Gaisley est un criminel bien connu de la police. Il cherche à avoir une réduction de sa peine de prison en échange de sa collaboration avec les enquêteurs. Il les mène à un marécage où il prétend que son bon ami Jim Wall, qui était le copain de Utah, aurait jeté le cadavre de la victime. Les policiers y trouvent un crâne. Ils l'envoient pour analyse dans le but de confirmer qu'il s'agit bien de celui de Utah Weber. Si c'est le cas, ils auront maintenant affaire à un meurtre. Nous savions que Utah avait eu d'importants travaux dentaires et qu'elle avait des amalgames en or. Et là, on voyait l'or brillant au soleil. Je n'oublierai jamais cela. Gaisley nous rappelle aussi que la pelle devrait être là. C'est là qu'il s'en est débarrassé. Puisque nous sommes sur place, autant jeter un coup d'œil. Nous grimpons sur le rebord du talus rocheux. Nous enjambons une clôture et nous arrivons dans un champ. Et elle est là, à quelques centimètres de nous, recouverte par l'herbe. Le soleil frappe le métal et elle a bien l'air d'une pelle qui est là depuis 2 ans. Nous n'avons rien touché. Nous sommes retournés à la voiture et on a fait les appels.
Nous avons fait appel à un policier en uniforme pour venir chercher Gaisley et le ramener à la prison. Puis, l'équipe médico-légale s'est mise de la partie et nous avons poursuivi les recherches pendant 2 jours. Nous avons trouvé 2 autres côtes lors de cette battue. Mais le sac à déchets et le crâne, c'était vraiment tout ce dont on avait besoin. Le crâne a été remis à la section de l'identité judiciaire, où il a été expédié au Centre des sciences judiciaires pour des tests. Puis j'ai réussi à trouver le dentiste de Utah, et j'ai pu obtenir son dossier dentaire, et nous l'avons expédié au centre pour comparaison avec les dents du crâne. La découverte du crâne est la première percée en presque 3 années. Les enquêteurs ont espoir que les os révéleront des preuves supplémentaires. Nous avons besoin d'un spécialiste, d'un professionnel pour nous décrire ce qui a pu arriver au corps s'il y a des os. C'est pourquoi nous avons retenu les services de Kathy Gruspere, un anthropologue de Toronto. Kathy Gruspere est une anthropologue médico-légale qui travaille pour le Centre des sciences judiciaires à Toronto. Un anthropologue médico-légal est versé dans l'étude des restes humains non visiblement identifiables. Les gens croient que nous examinons des restes squelettiques, alors que notre spécialité est d'extraire de l'information qui autrement ne serait pas connue des restes squelettiques humains. Par exemple, le groupe biologique, l'âge, le sexe, la race, la taille d'une personne, alors qu'il ne reste que des os. Croyez-le ou non, en 2000, on n'en était qu'au tout début de l'anthropologie médico-légale en Ontario. En 2000, la police commença à s'intéresser de plus près à ce qu'un anthropologue médico-légal pouvait faire sur une scène de crime. Et je crois qu'on comptait sur moi pour identifier les os trouvés sur place, car dans cet environnement, il était normal qu'il y ait aussi beaucoup d'ossements d'animaux. Malheureusement, les enquêteurs doivent attendre le dégel du printemps pour continuer la fouille du marécage. C'est très difficile de laisser une scène de crime sans avoir la possibilité de la sécuriser, l'abandonner pour plusieurs mois et laisser la nature faire son œuvre. Mais nous n'avions pas le choix. Le Centre des sciences judiciaires confirme que les informations du dossier dentaire de Utah Weber et du crâne concordent. Les enquêteurs ont finalement assez de preuves pour arrêter leur principal suspect. J'ai procédé à l'arrestation de Jim Wall le 13 janvier 2000, à 17 h. Arrivé près de la voiture, nous lui avons demandé de sortir. J'ai dit « Jim Wall, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre au 1er degré de Utah Weber. » Les enquêteurs demandent à Kathy Gruspere d'analyser le crâne et les fragments de côte afin de confirmer qu'ils proviennent tous de la même personne. Avec le peu que j'avais, j'ai procédé à une analyse anthropologique afin de déterminer son âge, sa race et son sexe. Normalement, lorsque je travaille sur un squelette, je trouve tout un éventail de traumas ante-mortem, c'est-à-dire avant la mort. Donc, traumas, maladies, et je sais qu'ils sont survenus avant la mort parce qu'il y a des traces de guérison. Je constate aussi, très fréquemment, en particulier sur des squelettes ayant séjourné à l'extérieur, des lésions post-mortem causées par des animaux. Les enquêteurs possèdent désormais le crâne et les fragments de côte de la victime, mais ne savent toujours pas comment elle est décédée. Est-ce que les eaux marécageuses révéleront d'autres indices sur sa mort? 2 ans après la disparition de Utah Weber, les enquêteurs ont identifié des parties de son squelette. Ils attendent avec impatience le dégel printanier pour poursuivre leur fouille du marécage où son crâne a été retrouvé. Jim Wall, le copain de la victime à l'époque, a été arrêté pour son meurtre. Je ne connaissais pas la profondeur du marécage lorsque je suis arrivée sur place. Il marchait dans l'eau, côte à côte, se penchant pour ramasser des choses. Vraiment pas la façon idéale de faire une fouille. Fondamentalement, vous travaillez à l'aveugle. Vous n'avez que vos mains et en avril, l'eau est très froide. Les eaux du marécage sont troubles et les empêchent de faire une recherche exhaustive. L'équipe se concentre sur les buts en attendant de trouver une solution. Je leur ai dit, cherchez là où c'est sec. Un animal ne mange pas dans l'eau et tous les os trouvés étaient dans des lieux secs et plus élevés.
Je sais que les coyotes, tout comme les loups, traînent leur proie jusqu'à 1 kilomètre. Le premier jour, nous avons trouvé de petits monticules d'ossements secs. Nous avions tous les os du bras droit, l'omoplate, l'humérus et les os de l'avant-bras, tout ça le premier jour. Nous étions tous vraiment très excités. Par ailleurs, nous savions qu'il nous fallait un moyen de nous débarrasser de l'eau, car on ne peut tout simplement pas effectuer une fouille si on ne voit rien. Plonger les mains dans l'eau ne fait que déplacer les choses. Les fouilles durent depuis 2 jours. Les enquêteurs décident d'enlever un barrage de castors afin de drainer le marécage et de s'assurer de ne laisser aucune preuve derrière. Nous avons effectué une dernière fouille. Je me suis avancée dans le marécage et j'ai tout de suite trouvé le fémur proximal droit, lequel portait 4 marques d'entaille. Les fouilles du terrain sont complétées après 3 jours. Kathy Gruspier passe à l'analyse des morceaux de squelette qui ont été trouvés. Nous avions le crâne et nous avions aussi 2 fragments de côte, ainsi que l'omoplate droit, l'avant-bras droit, les 2 os du bras droit, l'omoplate gauche et juste la partie supérieure de l'os de la cuisse droite. Tous les os avaient été rongés par des carnivores de petite taille. Je crois que c'était un petit carnivore, donc ça ne pouvait pas être un coyote. Peut-être un chien de ferme, mais on peut habituellement identifier les trous faits par les canines de ces animaux. Et ceux-ci étaient plus petits, alors je pense avoir suggéré dans mon rapport que c'était possiblement un renard. Le fragment du fémur droit exhibe des signes de démembrement et de fracture. Lorsque je travaille sur des cas de démembrement, je prends des mesures, je fais des moulages, je regarde au microscope pour identifier des caractéristiques. Et dans ce cas-ci, elles m'ont permis de conclure que les entailles avaient été faites par une scie et non par une lame droite. Le genre d'entaille et le repositionnement de la scie sur la surface m'ont révélé qu'il s'agissait d'une scie manuelle. L'empreinte des faux départs mesurait 1,1 mm. C'était donc une lame de scie plus mince que la plupart des lames de scie. Elle avait plié, ce qui me laissait croire que la lame utilisée était plutôt fragile. J'ai donné 1 ou 2 exemples de scie ayant des lames minces comme celle-ci et ayant une certaine flexibilité, et j'ai suggéré une scie à métal, mais je ne pouvais affirmer qu'il s'agissait bien d'une scie à métal. Nous ne connaissions pas la cause du décès. Cependant, l'os que nous avons, qui a été démembré et qui a été scié au travers, est celui du haut de la cuisse. Je ne suis pas pathologiste, donc je ne suis pas qualifiée pour déterminer la cause du décès. Cependant, si vous coupez la jambe d'une personne à la hauteur de la cuisse, vous sectionnez l'artère fémorale et la personne meurt. On ne peut savoir si elle était morte ou vivante lorsqu'on lui a scié la jambe. Le fémur est en mauvaise condition et est envoyé aux États-Unis pour une analyse de son ADN mitochondrial. Les enquêteurs veulent s'assurer que le fémur appartient bien à Utah Weber, car les marques de scie trouvées sur l'os prouveront qu'elle a été démembrée. Les avocats de la défense refusaient un exposé selon quoi le fémur était bien celui de Utah Weber. Oui, bien sûr, vous avez son crâne. Nous devons reconnaître son dossier dentaire. Mais qui nous dit que ce fémur n'appartient pas au corps d'une autre personne? C'était leur petit jeu. Le fait est que nous n'avions aucune preuve directe liant Jim Wall au meurtre. Ils ont même présenté un autre scénario au jury, selon lequel c'était Donald Gaisley qui était le meurtrier et Jim Wall simplement un spectateur innocent venu en aide à son ami. Ce serait Donald Gaisley qui serait allé à l'appartement de Utah ce soir-là et l'aurait assassiné, et c'est parce que Jim est son ami qu'il serait venu à son aide. Durant les 6 semaines du procès, Jim Wall n'a pas prononcé un seul mot. Je ne l'ai donc jamais entendu dire « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Utah Weber ». Le procès s'est terminé lorsque le jury a rendu son verdict de coupable du meurtre au premier degré de Utah Weber. Jim Wall a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Jim Wall est trouvé coupable du meurtre de Utah Weber.
mais il garde avec lui le secret de ce qu'il s'est réellement passé le soir du 7 août 1997. Les eaux calmes du terrain marécageux auraient pu être les parfaits complices pour un meurtrier cherchant à se débarrasser d'un cadavre. Mais les animaux habitant les lieux et des enquêteurs persévérants ont forcé l'eau à révéler ses plus profonds secrets.